Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en pleine forme et bronzé pour certains pour une nouvelle édition de Parti-Cycle sur Motors TV. L'équipe de Motor Live et moi-même, nous vous avons préparé une belle émission, je crois. Nous vous avons confié le Venvant 200 à Thibaut Austruy pour découvrir si Suzuki a bien fait d'importer enfin la version plus puissante de cette machine quasi mythique qui sent bon le sable chaud. Ça fait 15 ans qu'on attendait ça, plus que quelques minutes à attendre pour la découvrir avec nous. On fera un petit tour dans le passé avec Adrien Vérane en 1984, non pas à la rencontre du Terminator, et encore que, mais de la Yamaha FJ 1100, peut-être bien la première Sport GT de l'histoire. Quant à moi, c'est dans les Dolomites, dans les Alpes italiennes, que je vais vous convier pour découvrir la version Touring de la MT-07, la Yamaha Tracer 700. Mais avant ça, direction Le Castellet pour découvrir la 959 Panigale de Ducati en compagnie de Philippe Monneray, bien sûr. Qui d'autre? Bonjour, bienvenue sur Motor Live. Aujourd'hui à l'essai, la Ducati Panigale 959. On va l'essayer sur route et sur circuit. C'est parti. Alors que la gamme Hypersport se coiffe de la 1299 Panigale, sans oublier la 1199 pour les compétitions Superbike, la marque italienne revoit sa petite 899 et la fait évoluer en 959, moins de 2 ans après sa sortie. Sur route, on a une bonne position sur cette Panigale 959. Elle est facile, même si on est un peu sur l'avant comme sur une moto sportive. On se sent très à l'aise, vraiment pour bouger. On a une vision vraiment parfaite sur le tableau de bord, des rétons qui sont bien sur le côté des épaules, donc ça c'est bien en termes de sécurité pour rouler tout le temps. Ce nouvel opus prend 7 kg sur la balance du fait de son homologation Euro 4. Mais fort heureusement avec ses 176 kg à sec, grâce à son cadre monocoque aluminium, la Panigale 959 reste légère. Les pots sont très originaux avec la volute arrière passant au-dessus de la roue et les deux sorties façon 90, même avec les Akrapovic homologués présents ici. Cette moto reprend les gènes de la 1299. Sa silhouette évolue avec un nez de carénage redessiné autour des phares avec des prises d'air plus grandes. Joli feu avec une ligne de LED soulignant les optiques. On remarque de nouveaux repose-pieds alus. Sur les guidons bracelets, on retrouve à main droite le coupe-contact démarreur, à gauche warning et poussoir mode pour agir sur les nombreux réglages électroniques. Le tableau de bord laisse une large place au contour à segments. Il comporte plein de petites fenêtres avec des chiffres et une palanquée de voyants multicolores. Le seul truc qui manque, c'est une jauge d'essence. La Ducati embarque les dernières technologies d'assistance à la conduite avec un triple niveau d'ABS Bosch, un contrôle de traction Ducati et le contrôle du frein moteur. Alors on a aussi pas mal d'électronique sur cette machine, on a tout en termes d'électronique, on a 3 modes au niveau du moteur, le mode sport, le mode pluie et puis le mode racing qu'on va utiliser tout à l'heure sur circuit. Et puis un moteur facile d'utilisation, ça reprend vraiment à 3000, 3005, ça ressort bien des virages. C'est pas du tout brutal, c'est une machine très agréable, une boîte de vitesse très facile à utiliser, on utilise même le shifter sans aller vraiment dans les tours. Donc ça c'est vraiment bien. Le moteur bicylindre à 90 degrés super quadro grimpe donc en cylindrée pour atteindre 955 cm3 par augmentation de la course de 57,2 à 60,8 mm. Le piston restant en 100 mm de diamètre. Ce moteur offre maintenant une puissance maxi qui passe de 148 à 157 chevaux à 10 500 tours minute, et cela même en France avec son homologation Euro 4. Côté équipement, la Marzocchi de 50 mm de diamètre de la 1299 laisse place à une Showa entièrement réglable de 43 mm de diamètre. L'amortisseur Sachs, déporté sur la gauche, conserve sa bonbonne séparée et ses triples réglages. Le freinage est confié à des disques de 330 mm, pincés par des étriers radio Brembo 4 pistons, M50 monobloc bien sûr. Le maître cylindre, radial également, procure un excellent feeling au freinage et un dosage facile. L'ABS réglable est aussi déconnectable. Un freinage
avec un très très bon feeling, surtout avec le frein avant, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Une machine vraiment collée par terre, donc ça c'est vraiment un gage de sécurité. Et puis le bruit du bicylindre Ducati, ça c'est vachement bien, parce que c'est agréable sur les rétrogradages notamment, hein, quand on met le petit coup de gaz, c'est vraiment super. Allez, on est sur circuit. Tout de suite, on voit quand même que les avantages qu'elle avait sur route, c'est plus tout à fait les mêmes sur circuit. Ça manque quand même un peu de pêche, d'allonge surtout. Hein. Dès qu'on est dans les droites des Mistral, on a du mal. Hein. 230, 240, ça monte, mais ça monte difficilement pour essayer d'atteindre. 266 au freinage, mais il a fallu du temps pour se lancer. Une machine parfaite sur route, là, on se sentait vraiment bien protégé, avec pas mal d'atouts. Et là, sur circuit, ça manque d'allonge, et puis surtout la protection dans la ligne droite, dans le bout droit. La bulle ne fait pas du tout son boulot. C'est vraiment infernal. L'étagement de la boîte, une première qui n'existe pas. Vraiment une boîte pour rouler sur la route. Et on est tout en deuxième, donc on n'a pas une boîte qui est vraiment étagée pour faire des circuits. En termes de tenue de roue, elle est vraiment extraordinaire cette machine. Elle est facile à changer d'angle, surtout parce qu'on peut bien bouger. Une machine qui va vraiment être plus efficace sur petits circuits, sur tourniquet, avec son agilité, sa taille de guêpe, son poids, plutôt que sa puissance et son allonge, où on est quand même limité par rapport aux 1000 4 cylindres qui vraiment nous doublent avec au moins 30 bornes de mieux dans le boulevard. Avec 47 chevaux de moins que la 1299 Panigale et même ses 3 700 € de moins à l'achat, la 959 devra justifier son existence autrement. Une moto où l'on reste maître à bord sur la route, une sportive finalement très docile et souple qui se plie à un usage routier sans imposer les contraintes habituelles d'une hypersport. Mais avec son tarif, la Panigale 959 est au prix de nombreux 4 cylindres affichant 200 chevaux. Il faut être épicurien de la sportive pour que la raison et le plaisir passent avant la puissance musculaire pure que l'on affiche bien avant de l'exploiter. Mais au début des années 2000, la deuxième génération de Vanvan est une icône à part entière. Uniquement disponible en 125 jusqu'ici chez nous, le Beach Cruiser de Suzuki arrive en 200 cm3 pour 2016. Même si cette cylindrée n'est pas vraiment plébiscitée chez nous, le charme indémodable du Vanvan ne cesse d'opérer. La réputation du Vanvan n'est plus à faire. Plusieurs années au catalogue n'y peuvent rien. La moto, malgré le temps, continue de plaire. Il n'y a qu'à voir les ventes de la version 125 en France, 530 exemplaires en 2015. Une longévité que le Vanvan doit à sa conception et à sa philosophie. C'est sympa le Vanvan, on sent bien dessus, ça c'est vraiment quelque chose de chouette sur cette Suzuki. C'est quand même une espèce d'osmose qui se passe entre le pilote et la machine. On ne sait pas trop l'expliquer, mais déjà de l'extérieur, elle a une bouille sympa, on est content de la voir et on se dit « Ah, ça a l'air pas mal cette petite machine ». Et franchement, une fois à son guidon, la magie elle opère. Hein. Côté performance, le monocylindre de 199 cm3 4 temps à injection refroidie par air n'a pas non plus de quoi effrayer les novices. Avec 11,7 kW à 8000 tours minute et 15 Nm à 6500 tours minute, le mono 200 offre surtout plus d'allonge que le 125 et c'est là son principal intérêt. Malgré des performances modestes, ce Vanvan tire tant bien que mal son épingle du jeu, même sur le dernier rapport. Niveau conso, comptez environ 4 litres au 100 pour une autonomie de 160 km avec les 6,5 litres du réservoir. C'est une petite vendeuse cette moto. De toute façon, on n'est pas là pour rouler très vite avec. Hein. On n'a que 17 chevaux et un monocylindre de 200 cm3. Donc de toute façon, c'est pas la puissance qui prime avec cette moto. Le Vanvan 200, comme pour le 125 d'ailleurs. C'est vraiment fait pour rouler, pour se balader. Et là-dessus, on est bien. C'est super agréable, c'est super léger.
et elle est accessible à tous. Elle se monte super docile, la boîte étage super bien, il n'y a pas de souci. Bon, par contre, c'est vrai que ça manque un tout petit peu de chevaux. Alors certes, je le disais tout à l'heure, on n'est pas là pour avoir un monstre de puissance. Et de toute façon, quand on achète un Vent-Vent, c'est pas ce qu'on recherche. On pourrait se dire, ah allez, si on avait un petit peu plus de couple et quelques chevaux supplémentaires, histoire d'atteindre la vingtaine de chevaux, ça serait pas énorme. C'est vrai que là, pour un 200 cm3, d'avoir que 17 chevaux, ça peut paraître un peu juste. Alors ce qui est étonnant aussi sur ce Vent-Vent 200, c'est la reprise qu'on a en 5e. Même passer les 80 km/h pour accrocher les 100-110 compteurs, sur voie rapide, on a beaucoup de reprises et on arrive à accrocher cette vitesse assez vite. Le Beach Cruiser de Suzuki s'ouvre donc à tout le monde. L'assise est basse avec une hauteur de 770 mm. La selle volumineuse à souhait est confortable. De quoi rouler indéfiniment, même en duo. Sous les yeux, une instrumentation basique mais lisible. Un compteur de vitesse analogique, un totalisateur, un trip à rouleau, un témoin de point mort et des clignotants. Mais c'est tout. Détail amusant, la pochette contenant la trousse à outils est fixée sur le garde-boue arrière. Cadres et parties-cycles sont identiques à ceux du 125. Simple berceau acier, fourche standard et mono-amortisseur réglable en précontrainte, jambes de 18 pouces à l'avant et 14 pouces à l'arrière, chaussées de gros pneus Dunlop K180 larges de 130 mm à l'avant et 180 mm à l'arrière. Le disque avant de 220 mm offre un bon feeling et un mordant suffisant pour un freinage précis et dosé vu le poids contenu. Le tambour à l'arrière vient compléter le tout. La garde au sol de 220 mm et le débattement arrière de 135 mm ne sont pas ridicules pour sortir des sentiers battus. Son poids plume de 128 kg à sec rend la mise sur l'angle facile et lui confère une bonne agilité. En revanche, la monte pneumatique vous incitera à oublier les voies rapides. Au-delà des vibrations et de la consommation excessive passé les 100 km/h, les pneus à crampons font osciller la moto. Inutile de dire que les autoroutes ne sont pas son terrain de jeu favori. L'intérêt majeur du Vent-Vent est de rouler à bas et mi-régime pour une toute autre utilisation. Même si c'est homologué pour la route, on a envie de l'envoyer un petit peu plus loin cette moto. Tiens d'ailleurs, on va passer un petit peu dans les bois. Allez, hop, c'est parti. Alors c'est pas une vraie moto de tout terrain, je vous rassure, on reste sur un Vent-Vent. De toute façon, le moteur et le châssis vous rappellent à l'ordre. Mais pour rouler, voilà, pour en faire de la petite rando dans les bois, ça suffit largement. Les suspensions sont suffisamment souples pour amortir les chocs, comme une vraie moto de tout terrain en fait. Simple mais efficace, basique mais bien pensé, ce Vent-Vent reste fidèle à sa philosophie de beach cruiser. Une moto facile et accessible à tous, parfaite pour une utilisation urbaine et périurbaine. Seule ombre au tableau, son prix. À 4 399 €, même si elle est toujours fabriquée au Japon, le Vent-Vent 200 fait payer un peu cher son statut d'icône. Cependant, il faudra vite en profiter. En effet, l'absence d'une version Euro 4 équipée d'ABS prévue pour 2017 pourrait avoir raison du modèle d'ici la fin de l'année. Les années 80 sont celles d'un véritable feu d'artifice technologique. Yamaha n'est pas le dernier constructeur à sortir des chemins habituels. Au printemps 1984, 2 machines marquantes sont dévoilées en même temps dans les concessions. La 500 RDLC, que nous avons déjà essayée, et la FJ 1100, moto d'un nouveau genre, la Grand Tourisme sportive. Elle est encore très moderne, cette 1100 FJ que nous essayons aujourd'hui, apparue en 1984. C'est un monument dans l'histoire Yamaha. Elle a vraiment transfiguré la catégorie Sport GT. Avec la FJ, Yamaha va ouvrir un pan de son futur tant la moto est réussie. Son étude a été menée en Europe par un groupe de recherche basé à Amsterdam, dont François-Marie Dumas, ancien journaliste, fait partie à l'époque. L'étude conduit à une sportive rapide, mais facile à conduire, avec un comportement sain, facile et une grosse puissance. Semi-carénée, sa ligne interpelle immédiatement, elle est élégante et bien finie. Sous sa robe rouge et blanche, la FJ inaugure un cadre totalement inédit, le Lateral Frame Concept. Cette partie cycle innovante est un treillis tubulaire en acier carré qui entoure la colonne de direction. La moto est équipée de 2 jantes de 16 pouces, d'une suspension mono-amortisseur monocross et de 3 gros freins à disque ventilés axialement avec anti-plongée. Les suspensions sont intégralement réglables. La moto est basse, longue et luxe suprême, elle bénéficie d'un tête de fourche et d'un béquet. Le moteur double arbre promet 125 chevaux à 9000 tours minute et à l'époque, tout le monde imagine déjà coincer l'aiguille au-delà des 240 km/h indiqués sur le compteur. 16 soupapes, carbu à dépression, boîte 5 rapports, c'est du sérieux.
Ce moteur a du souffle, il est onctueux et même s'il est gorgé de couple, il sait délivrer un agréable petit surplus de folie entre 7000 et 9000 tours. L'alliance de ce moteur, ultra disponible, et de cette partie cycle innovante ouvre de nouveaux horizons. En plus, la FJ est belle, c'est une des icônes absolues des années 80. La selle est assez basse, le cadre permet donc une assise très basse. L'ergonomie est plutôt bonne, les deux bracelets sont assez écartés, ça vous donne un bon bras de levier pour basculer d'un angle à l'autre. La roue de 16 pouces avant facilite la maniabilité. La roue de 16 pouces arrière offre une bonne largeur de contact au sol. On peut réaccélérer assez tôt. Comme le moteur est onctueux, on n'a pas de risque de décrochage. La moto est dosable. Franchement, c'est pas étonnant que des milliers de motards aient utilisé cette moto pendant de très longues années. Les grandes capacités routières de la FJ 1100 ont donné naissance à toute une lignée. FJ 1100 puis 1200 de 1984 à 1996. Le succès de la FJ vient de son immense polyvalence. Elle protège, tient par terre et est confortable. Moto à tout faire. Vous emmenez au bureau la semaine, vous faire une belle balade le week-end, vous faire une très longue traversée de l'Europe pour les vacances si vous en avez envie, avec une passagère, avec des bagages, tout seul. C'est l'archétype de la moto quasi universelle, mais prévenante. Voilà, douce, prévenante, moteur exploitable, moteur qui est certes très expressif. Après 7000, de 7 à 9000, on sent vraiment la pleine zone de puissance, mais avec ce gros couple distribué dans le plus bas dans le compte-tour, eh bien, c'est une moto qu'on peut emmener sur un filet de gaz. Et comme sa maniabilité est importante, eh ben, voilà, vous pouvez vous balader le nez au vent à 3 à 4 000 tours pour admirer le paysage sans ressentir la masse de la moto grâce à sa maniabilité et sans ressentir la violence ou la force du moteur grâce à la souplesse. C'est un très 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 beau compromis. La conception de la FJ était tellement en avance qu'elle est encore utilisable au quotidien. C'est avec elle que Yamaha a changé le grand tourisme, en y ajoutant une touche de sport. Retrouvons tout de suite Eric en Italie. Ça y est, alors là on est dans les Dolomites. Alors les Dolomites, c'est ça. C'est des grandes montagnes, c'est super beau. Et puis c'est des vaches, voilà, derrière. Les vaches, elles sont là. Et puis c'est éventuellement aussi cette petite machine qui est plutôt sympa, c'est-à-dire en fait la 700 Tracer. Ou la Tracer 700, c'est comme vous voulez. Ou MT-07 Tracer. C'est un petit peu compliqué, mais la moto par contre elle est super simple, elle est super efficace. Et c'est ce que je vous propose de découvrir maintenant. Voilà. Mais sinon il y a les montagnes aussi. Il suffit de peu de choses parfois pour faire la différence. On a beau savoir que la Tracer 700 repose sur la plateforme de la MT-07. Une fois en salle, elle nous raconte une toute autre histoire. Cette moto finie, le petit roadster virevoltant. Bienvenue au touring expressif avec dos droit, jambes moins repliées et protection pour assurer sur de longues distances, c'est top. En réalité, Yamaha a eu pas mal de travail pour transformer sa MT-07 en Tracer 700, pour la partie la plus visible. On note l'apparition d'une tête de fourche dotée d'une double optique, marque de fabrique de la famille Tracer initiée par la 900. De quoi rappeler à certains les phaseurs d'antan, mais la Tracer se dote aussi de pare-mains très bien pensés. Petit mais bien dessiné, il donne une touche aussi bien sportive que touring. Enfin, la Tracer, contrairement à ses sœurs Roadster ou Vintage, est équipée de vraies poignées de maintien pour le passager. C'est vrai qu'on est plus serein sur cette Tracer que sur la MT-07 à l'idée de voyager un petit peu. Sans parler du fait que Yamaha a prévu toute une gamme d'accessoires, comme des valises latérales par exemple. La protection offerte par la tête de fourche et les pare-mains est tout à fait satisfaisante. C'est surprenant d'ailleurs concernant les pare-mains parce qu'ils ne sont pas énormes, mais ils jouent bien leur rôle. On s'est pris un bon orage là pendant notre essai et mes gonds n'ont pas beaucoup souffert. Enfin moins que ma gorge en tout cas. Bah oui, mais c'est ça de vouloir faire le beau, Eric.
Il aurait suffi que tu remontes le pare-brise pour être tout de suite beaucoup mieux protégé, d'autant qu'il est assez simple à régler, et sur 28 positions en plus. En revanche, la selle, si elle est mieux adaptée à accueillir 2 passagers sur de plus longues distances, n'est pas réglable en hauteur, malgré sa hauteur de 835 mm. Non mais un appel, franchement, c'est pas nécessaire. D'une part, elle est suffisamment basse et étroite pour que tout le monde, ou presque, réussisse à poser les pieds à terre. Et d'autre part, les repose-pieds ont été abaissés par rapport au Roadster. Donc hormis le fait que ça la rende plus touring dans l'âme, les grandes jambes ne seront pas trop repliées, pas suffisamment en tout cas pour nécessiter une selle réglable en hauteur. C'est pas un trail hein, non plus. La Tracer 700 repose sur la plateforme de la MT-07. On trouve les mêmes disques et étriers de frein. 282 mm de diamètre et 4 pistons à l'avant, 245 mm et 2 pistons à l'arrière. Le cadre est identique, la fourche aussi. L'instrumentation plutôt complète est aussi issue de la MT-07. Le feu arrière est là encore strictement le même. Toutefois, beaucoup d'éléments lui sont propres. Son réservoir passe à 17 litres, ce qui permet d'envisager des parcours d'environ 300 km sans problème. Les écopes qui protègent légèrement les genoux, la selle biplace qui n'est plus en 2 parties mais bien d'un seul tenant. La boucle arrière, revue pour supporter l'ajout de valises latérales. Les repose-pieds caoutchoutés, pour le pilote comme pour le passager. L'empattement augmenté de 50 mm en allongeant le bras oscillant. Et surtout, le réglage des suspensions a été modifié. Si le combiné arrière semble identique, il accepte de plus fortes contraintes et voit sa course augmenter de 12 mm. C'est peut-être ce qui est le plus frappant en fait sur cette Tracer 700. Elle est dotée de vraies suspensions. L'arrière c'est pas chewing-gum du tout, elle encaisse bien mieux que celle de la MT-07 en tout cas. Même chose pour la fourche dont les réglages lui permettent d'encaisser plus de transfert de charge au freinage. Non, c'est plus confortable, ça la rend d'autant plus efficace surtout. On profite vraiment mieux du moteur quoi. Là en revanche, on retrouve le bicylindre Crossplane CP2 de la MT-07. Sa puissance et son couple, 75 chevaux environ et 68 Nm ne bougent pas. Ce serait d'ailleurs dommage car avec un poids tout plein fait de 196 kg, la Tracer 700 bénéficie du meilleur rapport poids-puissance de sa catégorie. Bah, résultat, c'est un vrai petit vélo cette moto. Hein. On se sent tout de suite à l'aise, en confiance. On enchaîne les courbes sans aucune difficulté. Il n'y a que sur les gros freinages hein, que la roue arrière peut légèrement glisser en entrée de courbe. Mais c'est plutôt fun à vrai dire. Comme ce moteur, qu'on finit pas de surprendre définitivement. Il y a du coup partout, il prend des tours. C'est vraiment une réussite ce Twin. Reste à savoir si avec un prix fixé à 8 399 €, la Tracer 700 réussira à convaincre face à une concurrence moins chère et qui a aussi des arguments à faire valoir en termes d'agrément, comme la Kawasaki Versys 650. Et surtout, réussira-t-elle à convaincre face à une MT-07 vendue 1 700 € de moins? Réponse courant juillet 2016. C'est la fin de cette 20e édition de Particycle sur Motors TV. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos essais vidéo sur motorlife.tv et plus encore sur motoservice.com bien sûr. Hasta la vista, baby. Elle est bonne celle-là. Attends, je te casse en deux moi là, le... Comment il s'appelle déjà? Schwarzy, c'est ça? Attends, je vais te le faire après ça.